Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Alors, Je, je suis Norbert Koulibaly de l'unité de coordination du partenariat de Ouaga. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui porte sur le changement social et de comportement pour la planification familiale dans la région du partenariat de Ouagadougou et dans la pour accélérer les progrès. Je co-anime, modère cette session avec Madame Cathy Wallner. Cathy Wallner est la responsable des pays francophones au secrétariat de FP 2020. Alors, en guise d'introduction à cette session, je voudrais dire qu'ensemble, les parties prenantes du partenariat de Ouagadougou ont réalisé des progrès significatifs vers notre objectif commun qui est d'atteindre 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception d'ici la fin 2020. Les prévalences contraceptives ont augmenté au cours des 10 dernières années en moyenne de 8 points dans la région. Cependant, malgré ces efforts, les taux varient dans la région entre 11% et 26%, ce qui est nettement en deçà de la moyenne des pays de FP 2020, qui est de l'ordre de 46%. Alors, bon nombre de raisons de la faible utilisation des services de planification familiale sont étroitement liées à des facteurs qui peuvent être traités par des déterminants sociaux et comportementaux. Pourtant, le changement social et de comportement ne semble pas être fondamentalement une priorité d'investissement dans la région comme du reste dans d'autres régions. Breakthrough Action, avec qui nous allons co-organiser ce webinaire, a travaillé avec de nombreux donateurs, coordonnant des mécanismes et des partenaires de mise en œuvre pour développer et valider un programme commun global pour le changement social et de comportement en faveur de la planification familiale. Ce programme décrit 5 domaines stratégiques prioritaires pour une meilleure coordination dans le domaine du changement social et comportemental en planification familiale. Le premier domaine, c'est améliorer le changement social et de comportement pour la prestation de services. Le deuxième, c'est soutenir le changement social pour la planification familiale. Le troisième domaine prioritaire, c'est de comprendre et répondre aux besoins des jeunes. Le quatrième, c'est accroître les investissements coordonnés dans le changement social et de comportement en faveur de la planification familiale. Et enfin, la cinquième priorité, se concentrer sur l'Afrique de l'Ouest francophone. Le document de ce programme est disponible et peut être consulté sur le site de Breakthrough Action et il est également affiché dans la boîte de discussion de ce webinaire. Par ailleurs, le projet a également rédigé un programme d'action commun régional sur le changement social et de comportement pour la planification familiale pour l'Afrique de l'Ouest francophone, donc les pays du partenariat de Ouagadougou. Dans son élaboration, ce programme régional a reçu des contributions très enrichissantes de la part de nombreuses parties prenantes et du reste, le projet continue toujours d'approfondir les discussions sur cet agenda avec les groupes concernés afin d'identifier les opportunités idoines permettant d'assurer une attention plus accrue aux besoins de changement social et de comportement dans la région. C'est dans cette perspective que Breakthrough Action organise au cours de cette année, en collaboration avec les autres parties prenantes, les autres organisations partenaires, une série de webinaires pour approfondir la discussion autour de chacun des 5 domaines prioritaires ci-dessus évoqués du programme d'action mondial commun
Et chacun de ces webinaires sera enregistré et publié sur le site web de l'organisation. Le premier webinaire a eu lieu le 21 janvier 2020 et a porté sur un des axes prioritaires qui est d'accroître l'investissement coordonné pour le changement social et de comportement en planification familiale. Alors, le présent webinaire, qui est le deuxième de la série, va se concentrer sur le changement social et de comportement en faveur de la planification familiale en Afrique de l'Ouest francophone. Donc, je co-anime ce webinaire avec Madame Cathy Wellner et je vous souhaite donc une très bonne session. Je vais passer la parole en ce moment à Cathy Wellner pour la présentation des panélistes. Je vous Merci souhaite une beaucoup. très bonne session. Cathy? Merci beaucoup, Norbert. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cathy Wellner. Je suis la gestionnaire pour les pays francophones au secrétariat d'FP 2020. Je suis ravie d'être avec vous pour ce webinaire. Dans le webinaire aujourd'hui, nous entendrons 4 orateurs. Tout d'abord, Claudia Vondersek du Centre des programmes de communication de l'Université Johns Hopkins. Au nom de Breakthrough Action, elle partagera les résultats d'une stratégie d'influence développée en 2018 qui examine les niveaux actuels d'investissement dans le changement social et comportemental en planification familiale dans la région du partenariat de Ouagadougou. La stratégie évalue les obstacles communs au financement du changement social et comportemental ainsi qu'une théorie d'influence pour fournir une feuille de route pour l'augmentation des investissements. Ensuite, Michel Change d'Avenir Health et au nom de Breakthrough Research, il présentera les résultats d'une analyse de rentabilisation du changement social et comportemental en planification familiale. Cette étude a déjà été présentée lors du premier webinaire que Norbert a mentionné. Dans ce webinaire aujourd'hui, il partagera les conclusions spécifiques à l'analyse de rentabilisation en Guinée. Ensuite, Louise Levab du Réseau africain d'éducation en santé, au nom du projet C'est la vie, elle partagera les résultats des composants de la planification familiale de ce projet et discutera de la manière dont ils ont réagi aux obstacles contextuels à la planification familiale lors de la mise en œuvre d'un plan de diffusion régionale. Enfin, Mohamed Sangare, du Centre des programmes de communication de l'Université Johns Hopkins au Mali. Il partagera son expérience dans le plaidoyer pour le changement social et comportemental dans le plan d'action national budgétisé du Mali, y compris les stratégies qu'il a utilisées pour s'assurer que le changement social et comportemental était un élément clé du plan et des recommandations pour les défenseurs au niveau national. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas de les poser dans le boîte chat et on répondra à la fin du webinaire. Claudia, c'est à vous de nous lancer. Merci beaucoup, nos modérateurs. Bonjour à tout le monde. Next. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce document qui est le résultat de collaboration entre Camber Collective, que peut-être vous connaissez, CCP et les partenaires qui ont accepté d'être interrogés, des partenaires techniques et financiers de la planification familiale pour connaître leur stratégie de financement pour le changement social et de comportement dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Nous reconnaissons, bon, ça va. Nous reconnaissons que ce changement social et de comportement, le CSC, est critique pour atteindre les objectifs de PF 2020 et post-2020, en particulier dans la région du partenariat de Ouagadougou. Cette stratégie d'influence a été élaborée il y a déjà 18 mois, mais il reste fondamental pour soutenir tous ceux qui œuvrent dans l'APF et surtout dans le CSC relatif à la planification familiale. Cette stratégie nous aide à aligner nos efforts afin que le CSC obtienne un soutien financier
et programmatiques nécessaires pour être un véritable levier pour l'APF et pour la santé des millions de femmes dans cette sous-région. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Il existe une stratégie d'influence globale et une autre que je vous présente qui se focalise sur la sous-région du partenariat de Ouagadougou. Les pays de la sous-région comprennent les taux les plus bas de l'utilisation de la contraception moderne. Pourquoi? C'est aussi une région où les barrières sociaux et de genre font parfois obstacle à l'utilisation de l'APF. C'est une région où la qualité et l'accès aux services et le comportement de certains prestataires pèsent sur l'adoption des méthodes modernes de contraception. Ce sont des obstacles qui peuvent être surmontés avec les activités de CSC. Les entretiens avec 47 PTF ont révélé un intérêt pour le CSC, mais il y a des défis. Nous avons observé une compréhension limitée du CSC, une coordination limitée autour du CSC parmi les parties prenantes, et nous aimerions changer cela. Voici le cadre logique d'une stratégie d'influence. Afin d'atteindre les objectifs, nous proposons certains points d'évolution. Premièrement, une compréhension globale du CSC afin que la communauté, dans son ensemble, voit le CSC comme une discipline pouvant être appliquée à différents types de programmes. De deux, une augmentation de l'investissement dans le CSC afin que les programmes reçoivent le soutien nécessaire et mérité. Et trois, une approche coordonnée parmi les parties prenantes afin que, ensemble, nous ayons une compréhension commune de CSC et puissions agir collectivement pour faire reconnaître l'importance de cette discipline auprès des bailleurs de fonds et des influenceurs, y compris ceux qui travaillent à l'échelle internationale et bien sûr les gouvernements. Ces changements nous permettront de travailler de manière plus efficace en tant que secteur. Dans la région du partenariat de Ouagadougou, les raisons de la non-utilisation de l'APF sont étroitement liées au CSC. Et vous les voyez dans le carré bleu, ces raisons de la non-utilisation. Vous voyez, nos risques, ils ne sont pas à risque, ils se sentent pas à risque et absence de besoins perçus, non mariés, etc. Ici, les données du PMA de 3 pays du PO, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger, montrent des raisons pour lesquelles des femmes qui veulent retarder une naissance de 2 ans ou plus n'utilisent pas l'APF. Parmi ces multiples raisons, dont une absence de besoins perçus, pas mariés, opposition à l'utilisation, préoccupation de santé ou de la méthode, manque d'accès et ne sait pas. Le CAC a une capacité potentielle modérée ou élevée d'adresser chacune de ces raisons de non-utilisation. Par exemple, dans les 3 pays, les femmes n'utilisent pas l'APF parce qu'elles ne perçoivent pas qu'elles risquent une grossesse. La perception des risques est souvent liée aux croyances, aux connaissances, facteurs comportementaux et les facteurs qu'un programme CSC de qualité peut aborder. Lorsque les femmes ont des problèmes d'accès, le CSC peut les orienter et les rapprocher des services. Merci. Ce diapo est complexe, mais elle montre l'architecture du financement des programmes PF dans les pays. Les entretiens avec les experts, les revues documentaires pour la stratégie d'influence globale ont révélé 5 catégories d'acteurs clés dans l'espace de l'architecture globale de PF, représentées par les 5 couleurs. Les entretiens d'experts dans la région PO illustrent que cette même architecture est en place dans les pays du PO, avec des nuances et des détails additionnels selon le contexte spécifique de la région. Ceci inclut, en haut,
vous voyez les mécanismes de coordination et de direction stratégique. Dans la région du PO, le PO et le OOAS sont des coordinateurs très importants et qui travaillent en étroite collaboration avec le PF 2020. Au centre du processus que vous voyez en bleu, les gouvernements, les officiels nationaux qui développent et supervisent les plans, programmes et politiques nationaux et influencent les bailleurs de fonds et les partenaires de mise en œuvre. Ils sont en étroite communication avec les mécanismes de coordination qui sont en gris, que vous voyez. À droite, les partenaires et les parties prenantes pays qui mettent en œuvre les interventions et programmes de PF et influencent également les politiques et les programmes car ils sont les plus proches aux populations et aux influenceurs. À gauche, les bailleurs de fonds au niveau des sièges qui établissent des politiques et des objectifs de haut niveau pour les bureaux pays. Et puis presque au centre, à côté des gouvernements, ce sont des bailleurs de fonds niveau bureau pays qui financent des programmes sur le terrain en coordination avec les gouvernements et les parties prenantes du pays. Dans la région du PO, la France a une présence importante, aussi bien que l'USAID et UNFPA. Mais je vous demande, qu'est-ce qui manque de cette analyse, selon vous? Selon vous, par où faut-il diriger nos efforts de plaidoyer? Peut-être ça diffère selon votre contexte. Et quelles sont les avancées dans la collaboration ou la coordination pour améliorer nos actions de changement social et de comportement? Et je vous donne déjà une première réponse. Un exemple de la coordination est dans la mise en œuvre des enquêtes et des études formatives telles que le PMA, l'EDS, le MIX, etc., où plusieurs partenaires développent, financent et exécutent les études et les résultats sont disponibles pour tout le monde. Et je vous demande, est-ce qu'on a des exemples dans le changement social et de comportement de cette coordination? Voilà, je vous présente une étude de cas du Burkina Faso. Le Burkina a été identifié comme leader régional prioritaire pour un soutien technique et un plaidoyer de CSC. Dans ces dernières années, le Burkina Faso a fait des progrès impressionnants, passant d'un TPC pour toutes les femmes de 14,3 en 2010 à 26,4 en 2018. Et les sources pour cela, c'est l'EDS en 2010 et PMA 2020 en 2018. Les taux cités concernent toutes les femmes en âge de procréer, mais on se demande avec la situation actuelle de l'insécurité et maintenant de coronavirus, il reste à voir comment évoluera le TPC. Et je sais que le PMA prévoit déjà une enquête à la fin de l'année 2020 et on verra bien. Mais en 2018, le gouvernement, les acteurs, les bailleurs pour le Burkina Faso étaient motivés pour poursuivre ce progrès et réaliser un dividende démographique. On considère que le Burkina Faso se trouve à l'étape 2, la courbe S, à la phase croissance rapide. Les ONG, les OSC au Burkina Faso sont fortement coordonnés avec un bilan de plaidoyer réussi. Les représentants des bailleurs locaux se rencontrent régulièrement en table ronde. Au-delà de la santé, les acteurs d'autres secteurs s'intéressaient à l'APF et peuvent vouloir s'impliquer davantage dans l'APF et notamment le changement social et de comportement en faveur de l'APF. Les acteurs montrent un intérêt modéré ou à fort pour le CSC et les questions de genre, particulièrement l'opposition masculine, sont largement Comme toi, tu m'as dit comment il appelle là, ça passe partout. Excusez, faut vous muter. Sont largement reconnus, c'est-à-dire ces questions de genre sont connues comme étant un obstacle à l'utilisation de l'APF. Le CIP, c'est-à-dire le plan annuel national budgétisé,
des pays représentent plusieurs activités liées au CSC, particulièrement dans la prestation des services et la création de la demande. Cependant, il existe des craintes chez les bailleurs, les acteurs ministériels et parties prenantes que ces activités ne soient pas de qualité ou que les interventions relatives à l'approvisionnement épuisent le temps et les ressources disponibles. Le Burkina Faso demeure leur processus pour un nouveau CIP et il y aurait une expertise en CSC pour accompagner ce processus. Voilà mon dernier diapo. Vous rappellerez l'architecture du financement des programmes de PF et de CSC pour la PF. Voilà l'architecture pour le Burkina Faso. Donc, la stratégie d'influence pour les pays du PO recommande une implication au Burkina Faso principalement par deux voies que vous voyez dans le diagramme. Dans la voie 1, la stratégie d'influence pour les pays du PO identifie le renforcement de la capacité technique pour la planification du CSC comme priorité et la stratégie recommande d'œuvrer avec les parties prenantes locales, d'analyser les résultats disponibles du programme PF et les analyses du changement social et du comportement et d'aider les parties prenantes à sélectionner des activités du CSC correspondant aux besoins du pays. Également dans la voie 1, le soutien au plaidoyer pour le changement social et de comportement en développant les matériels sur le rapport coût-efficacité du CSC et en les diffusant auprès des réseaux d'acteurs burkinabés. Si le temps et le budget permettent, Breakthrough Action et Recherche peuvent aussi adapter des outils de suivi de budget, des stratégies autour de l'investissement du CSC que les parties prenantes burkinabés peuvent également utiliser pour plaider en faveur d'un investissement en CSC. Dans la voie 2, l'implication dans les forums régionaux, les parties prenantes burkinabés peuvent partager des meilleures pratiques avec d'autres partenaires du PO pour un soutien également. Le développement du nouveau PANB avec un appui de l'expertise en CSC pourrait servir de modèle dans la sous-région. Voilà, je finis mes propos et je vous remercie. Bonjour à tous, bonsoir, c'est Michel Chouinch d'Avenir Health pour le Breakthrough Research. Next. Donc, je vais présenter ce qu'on appelle généralement l'analyse de rentabilisation qui en anglais se nomme business case, pour investir dans le changement social de comportement pour la planification familiale et les résultats illustratifs ici, c'est pour le cas de la Guinée-Conakry. Donc, le changement social de comportement est un bon investissement et les interventions ont été basées sur le plan d'action national et budgétisé de la Guinée de 2019 à 2023 et particulièrement le volet création de la demande. Il y a eu la mise à l'échelle de ces interventions dans 3 catégories qui sont les médias de masse, la communication interpersonnelle et les paquets de services. Il y a aussi l'examination des impacts et des coûts. L'augmentation de la couverture du comportement social, du changement social et du comportement a contribué à l'augmentation de 3,1 points de pourcentage de prévalence de la contraception moderne sur 5 ans, c'est-à-dire de 2019 à 2023. Et par 3,1 point de pourcentage, ça veut dire que si la couverture était de 11% par exemple, 3,1 points d'augmentation veut dire que la couverture est passée de 11% à 14,1%. Ça aussi, il y a aussi une augmentation de 166 500 utilisateurs additionnels jusqu'en 2023, qui prévoit cette augmentation jusqu'en 2023. Et il y aura 135 700 grossesses non désirées et environ 34 800 personnes, années de vie corrigées qui seront gagnées. Ça, c'est ce que le changement social comportement apportera pour la Guinée sur ces 4 ans. Et aussi, l'étude a montré qu'un dollar investi dans le changement social
de comportement pourrait générer entre 2,3 $ et 6,10 $ d'économie en tenant compte de la santé, tels que les coûts directs des soins et des pertes de productivité. Aussi, le coût par année de vie corrigée évité est de 438 $ en Guinée. Ce coût est bien inférieur au produit intérieur brut par habitant de la Guinée qui est autour de 800 $. Et généralement, le produit intérieur brut est utilisé par l'OMS comme le seuil de rentabilité. Alors, d'où viennent ces résultats? Breakthrough Research a créé un outil qui peut être appliqué dans n'importe quel pays du partenariat de Ouagadougou. Et cet outil, c'est un outil en Excel qui est en fait l'outil qui a été utilisé pour entrer les données et faire les analyses. Donc, si par exemple, cette étude doit se faire peut-être en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, le même outil peut être utilisé, mais les intrants qui sont spécifiques au Burkina seront remplacés dans cet outil qui a été utilisé pour la Guinée. Mais il y a des données, quelques données qui sont généralement des données régionales et qui ne sont pas spécifiques au pays qui resteront. Donc, c'est un outil qui est très rigoureux et il s'appuie sur une très grande base de preuves. Donc, qu'est-ce qu'un business case? Donc, en fait, le business case, qui est l'analyse de rentabilisation en français, l'origine est généralement dans la sphère commerciale, qui est l'évaluation de la valeur d'un investissement. C'est-à-dire, vous faites un investissement, mais vous voulez évaluer la valeur de cet investissement. Au sein de la santé mondiale, c'est le justificatif d'investissement dans un domaine ou dans une intervention spécifique de la santé. Par exemple, l'évaluation des rendements en termes monétaires. Il y a l'économie de coûts dans les systèmes de santé. Par économie de coûts, je vais donner rapidement un petit exemple. Si vous faites un investissement et vous avez, par exemple, 10 patients, vous dépensez 100 $ par patient. Mais si vous faites le même investissement et vous avez 20 patients, vous voyez que le coût sera... Donc, c'est comme passer à l'échelle. Plus il y a des patients, la qualité de service ne réduit pas en passant. Donc, c'est faire le même investissement pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Et aussi les pertes de productivité évitées. Par exemple, quand les gens ne sont pas malades, par exemple, ils ne viennent pas à l'hôpital, donc ils sont productifs. Mais s'ils viennent à l'hôpital, et il y a ces pertes de productivité. Donc, généralement, c'est pour éviter ces genres de pertes de productivité. Il y a aussi les résultats de la santé qui sont comparables. Par exemple, les années de vie corrigées de l'incapacité, qui en anglais, généralement, on appelle ça le DALI. Donc, l'approche analytique ici, l'approche méthodique qui a été utilisée, c'était quoi? D'abord, examiner la documentation pour extraire et évaluer les impacts et les coûts associés aux interventions de changement social et de comportement. Et on a utilisé cette base de données des objectifs de HC3 et de la PF. Il y a aussi eu la recherche systématique de coûts et la recherche ciblée des impacts. Il y a eu la mise à l'échelle des interventions de la CSC pour examiner leur rentabilité. Donc, la mise en échelle qui est la flèche verte, les interventions, il y a eu la modélisation qui est la flèche bleue de l'impact et il y a eu l'analyse des coûts. Donc, en principe, l'approche analytique était d'abord faire la recherche, extraire les coûts, extraire les interventions pour lesquelles on va regarder la projection et ensuite, on a fait la modélisation de l'impact et on a fait aussi une analyse de coûts. Et ce que cela a donné, c'était, par exemple, on a estimé le coût par utilisateur additionnel, le coût par grossesse évitée, le coût par année de vie corrigée et aussi les coûts économisés pour investir $1. Les résultats, ce graphique est un peu complexe et la grosseur des lignes montre en fait l'impact de l'intervention. Donc, ce graphique, c'est en fait l'un des résultats qui montre l'efficacité des interventions de la planification familiale dans le cadre du changement social et de comportement. Il y a eu 130 études qui ont été extraites de la littérature et de ces 130 études, on a extrait les informations sur les médias de masse, la communication interpersonnelle et les paquets de services. Et
comme vous voyez, par exemple, les médias de masse montrent que la grosse flèche qui descend aux communications et autres, ça montre que ça a un très grand impact. Et aussi, la communication des partenaires a un très grand impact sur l'augmentation, qui est le dernier cercle bleu là. Si vous regardez l'avant-dernier carré vert, qui dit communication des partenaires. Donc, la communication entre les partenaires a un très grand impact dans l'augmentation de l'utilisation des contraceptifs. Ce graphisme, l'augmentation du taux de prévalence de contraception moderne grâce aux interventions du changement social et de comportement. Et ça, c'est en fait, quand on dit résultats intermédiaires, c'est-à-dire l'analyse n'était pas totalement complète. Il y a une étude qui est en train de se faire et ces résultats seront publiés dans les jours à venir. Ici, par exemple, à gauche, le cercle montre que les médias de masse ont un très grand impact, 78%. Donc, leur contribution est d'environ 78% pour l'augmentation du taux de prévalence de contraception moderne, TPCM, qui est suivi de comportement interpersonnel, CIP, 14%, et les paquets de services, 8%. À droite, et ici, c'est l'augmentation du taux de prévalence grâce aux interventions telles que la croyance, pour les croyances, qui sont généralement les trucs comme les coutumes. La communication des partenaires, c'est la seconde barre plus élevée. Les trucs comme l'attitude, les avantages de sécurité, l'efficacité, ainsi que l'attitude des hommes ont une influence très réduite comparée à la communication entre les partenaires et la communication entre autres. Dans les coûts médians par intervention, par exemple, ici, 53 études ou 53 documents de littérature ont montré que le changement social et comportement ont un impact sur les coûts. Les coûts des médias, par exemple, de masse, sont par personne exposée. C'est-à-dire le calcul que vous avez vu tout à l'heure, c'est par personne exposée aux médias de masse. Cependant, les coûts de comportement interpersonnel et paquets sont par personne qui participent à l'intervention. Donc, c'est pour attirer l'attention ici sur la différence de comment les analyses ont été faites. Il y a aussi eu la gamme de coûts qui est assez large selon le type d'intervention, c'est-à-dire les cas types entre les coûts parfois est souvent très large selon les informations extraites de la littérature. Cependant, il y a très peu de données sur les coûts pour les nouvelles formes de changement social et de comportement comme les réseaux sociaux et les approches numériques. Ici, c'est un appel à l'action parce que les résultats de cette analyse de rentabilité du changement social de comportement pour la planification familiale indique la nécessité d'agir. Par exemple, investir davantage dans le changement social pour la planification familiale, plaider en faveur d'une augmentation du financement du changement social et de comportement, gérer les données probantes supplémentaires sur les coûts et l'efficacité à l'aide des lignes directrices sur l'établissement des coûts. Aussi effectuer davantage de modélisation par pays et fournir des conseils sur le rapport coût-efficacité relatif de diverses approches sur le changement social et le comportement en appliquant les conclusions de l'analyse de rentabilité. Donc ça, c'est ce qui est sorti de cette étude. Mais comme vous pouvez le voir, c'est qu'il faut effectuer davantage de modélisation pour vraiment dire que ça, ce sont les conclusions finales. Dans ça, on pourrait dire que ce sont des conclusions intermédiaires basées sur ce qui a été fait dans le cadre de la recherche dans la littérature et le cas précis de la Guinée. Merci beaucoup et j'attends vos questions à la fin. Merci. Bonjour à tous, je ne savais pas si c'était moi qui devais me unmute ou la modératrice. Bonjour à tous, Louise Lavable, donc directrice du projet C'est la vie. Donc C'est la vie est un projet d'éducation par le divertissement qui est déployé en Afrique de l'Ouest et du Centre sur plusieurs thématiques de santé sexuelle et reproductive et notamment de l'APF. Et c'est un projet qui est porté par l'ONG RAES. Donc je vais être beaucoup plus dans le concret et moins dans l'impact parce que le projet est en train de se dérouler en ce moment en AOC. Donc je vais vous en donner un petit peu les grandes lignes. Next. Donc très rapidement, juste, alors il manque une partie, je ne sais pas s'il faut faire next peut-être.
Merci. Très rapidement sur notre ONG, on est une ONG sénégalaise qui est basée à Dakar, mais qui travaille sur toute la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur les thématiques d'éducation à la santé et qu'on développe des projets de communication pour le changement social et de comportement. Voilà, donc on produit des multimédias, mais aussi on a des actions de mobilisation sociale et de plaidoyer. Next, merci. Donc, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le projet C'est la vie, qui est un projet qui existe depuis 2014, mais qui a connu, est dans sa forme actuelle depuis 2017. Donc, on est là dans la dernière année de ce projet, qui est un projet de promotion de la santé par le divertissement et qui vise à l'amélioration des connaissances et des changements de comportement en matière de droits et santé sexuelle et reproductive en AOC. C'est un projet qui est construit autour d'une série télé, une série qui s'appelle C'est la vie, et qui est une série d'éducation par le divertissement. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, on y reviendra un petit peu après, mais voilà, l'idée c'est vraiment un projet de promotion de la santé à travers la fiction. Une composante télé très forte, mais aussi un feuilleton radio, une campagne digitale et tout un volet communautaire qui vise à accompagner l'appropriation des messages que contiennent la série et le feuilleton au niveau des communautés, chez les jeunes, mais aussi les parents. Voilà, next. Donc, next aussi, je pense qu'il y a des slides qui doivent être animés, mais du coup, voilà, merci. Donc, c'est un projet qui est déployé en fait sur tout le continent africain, puisque évidemment, tout ce qui est production média, diffusion média a vocation à être diffusé sur tout le continent. Donc, nos productions, la série télé et le feuilleton radio sont produits et diffusés dans 6 langues, français, anglais, Hausa, Wolof, Malinké, Peul. Sont diffusés sur TV5 Monde, mais aussi sur A+, et sur RFI. Sur le terrain, au niveau communautaire, on est présent dans les 9 pays qui sont cités ici, donc en Afrique de l'Ouest et du Centre. Next. Pour vous raconter un petit peu comment se formule notre stratégie de CCSC sur la thématique SSR, on fait d'abord des recherches formatives qui nous permettent d'auditer en fait les thématiques sur lesquelles on travaille, donc notamment la planification familiale, et sur lesquelles on va baser les histoires qu'on va raconter dans nos productions médias. Donc à partir de ces recherches formatives, on a ensuite produit une série télé de laquelle on a adapté un feuilleton radiophonique. Donc, c'est 92 épisodes de 26 minutes qui ont été produits par l'ONG. Ensuite, à partir de cette série télé et de ce feuilleton radio, on déploie 2 canaux. Un canal média, donc on diffuse nos contenus sur les chaînes nationales, continentales, sur les chaînes continentales, nationales et puis les radios communautaires. Et puis un canal de diffusion communautaire cette fois-ci, où on va faire des projections débats, des émissions de radio communautaire sur le terrain, qu'on accompagne d'ateliers participatifs qui permettent de projeter les participants et les spectateurs, non pas simplement dans de l'accès à l'information, mais vraiment dans se projeter dans des comportements plus sûrs. On va y revenir au fil de la présentation. Donc, c'est juste pour que vous puissiez un petit peu cartographier la façon dont la stratégie se déroule. Merci, next. Donc, la première chose, c'est la production de ce feuilleton radio qui nous a beaucoup occupés, qui est une grosse production. Hein, ça mobilise plus de 150 techniciens, 300 acteurs et figurants à chaque saison. Aujourd'hui, on a 3 saisons de la série C'est la vie. Vous voyez ici les 4 personnages principaux de la série. Donc 4 femmes, 2 sages-femmes, 2 femmes plus de la société civile, qui nous permettent de modéliser des comportements en matière de SSR, mais aussi de violence basée sur le genre et de santé maternelle et infantile. Évidemment, la planification familiale est un thème transversal hyper important qui est traité sous différents angles. Donc aujourd'hui, il y a 3 saisons, donc 92 épisodes de 26 minutes de la série qui existent, qui sont multidiffusés sur TV5 Monde, sur A+, sur les chaînes nationales, mais aussi sur le digital. On a une chaîne YouTube, une page Facebook, etc.
Et donc, cette série est diffusée en plusieurs langues. Et l'idée, tout l'intérêt en CCSC de la série télévisée, c'est évidemment qu'elle permet, à travers la kyrielle de personnages qu'on y retrouve, d'aborder des thématiques comme la planification familiale sous divers angles. Et donc, au fil des épisodes, de démontrer la complexité d'un sujet, les différents points de vue, de donner à voir effectivement les barrières socio-économico-culturelles qu'il peut y avoir autour de ces comportements-là, et de voir aussi l'évolution des personnages, leur rechute, leur décision de changer de comportement, etc. Donc, voilà, et on sait que la fiction, on en parlera, enfin je montrerai tout à l'heure, est un vrai vecteur de changement de comportement, en ce qu'il crée une empathie avec les personnages qui permet aux individus du coup de se sentir emportés par l'histoire, et donc de se projeter dans des comportements différents de ceux dont ils ont l'habitude. Next. Donc là, je vous ai mis rapidement la manière dont on essaie de mesurer l'impact de la série. Donc, on a lancé une grande campagne d'évaluation de la série en Guinée-Conakry, où a été diffusée récemment la saison 2. Et donc, voilà un petit peu la pyramide du comportement. On part de l'information jusqu'au changement de comportement en haut. Et donc, nous, dans ce qu'on essaie de mesurer, on part de qui connaît C'est la vie, la série, qui la suit, qui comprend les messages, qui est d'accord, pas d'accord avec les messages, et on termine par qui a changé de comportement. D'accord, c'est ça qu'on essaie de mesurer. Donc, on a fait une baseline en décembre, janvier, je crois, en Guinée-Conakry, auprès des spectateurs potentiels de la série. Et puis, on a diffusé la saison 2 de C'est la vie, et on a étudié donc les changements de comportement. Là, on est en train d'analyser les changements de comportement, donc je ne peux pas vous partager les résultats. En revanche, on a fait le même travail next sur le digital. Donc, on a une grosse communauté de fans sur le digital, sur nos réseaux sociaux. Et donc, on a étudié leur changement de comportement sur la même saison, avant et après diffusion. Donc, on voit que sur les spectateurs qui ont suivi l'intrigue, alors juste Rachel et Julien, c'est l'histoire de deux jeunes, j'aurais pu vous mettre une slide là-dessus. Dans la série, c'est l'histoire de deux jeunes qui sont ensemble, sont amoureux, et qui vont décider d'avoir un rapport sexuel, et qui, dans le feu de l'action, ne vont pas se protéger, et donc vont devoir faire usage de la PCU. D'accord, donc ce couple-là de jeunes, de toute façon, nous a permis de modéliser plein de choses, le consentement notamment, mais là, je vous parle en précis de la planification familiale. Donc, 56% des spectateurs qui ont suivi l'intrigue de Rachel et Julien en ont parlé à un proche. Donc ça veut dire qu'on a un engagement des gens, c'est-à-dire que les spectateurs qui ont vu cette série-là ont eu envie d'en discuter. C'est un préalable au changement de comportement, comme on le sait. 68% des spectateurs se sont sentis affectés par leur histoire. Et en termes de changement d'attitude, on a observé les choses suivantes. Donc, vous voyez les chiffres. Première affirmation, la contraception est moralement inacceptable. 47% n'étaient pas d'accord, 55% à la fin. Donc, on a un impact de plus 17% sur cette affirmation-là, après avoir visionné l'intrigue. Ce qu'on a fait ici sur le digital, on a fait une baseline donc avant la diffusion, et ensuite on a fait un follow-up, c'est-à-dire qu'on a rappelé donc les spectateurs une fois l'intrigue passée. On a fait ça sur plusieurs intrigues de la série préidentifiées, et on fera une endline dans un an sur le même pool de spectateurs. Ensuite, sur l'affirmation de prendre correctement la pilule contraceptive d'urgence, donc c'était en l'occurrence le nombre de jours où elle est encore efficace. 62% étaient capables en baseline, donc avant avoir regardé l'épisode, et à la fin, 79% sont capables, donc quand même une augmentation de plus 27%, donc une bonne rétention de l'information. En couple, il est normal qu'un partenaire fasse pression sur l'autre pour avoir un rapport sexuel. 58% étaient en désaccord avec cette affirmation, contre 63% après, donc une augmentation de plus 8% dans cette prise en compte donc, des droits et du respect du consentement. Voilà, c'est juste quelques chiffres que je vous donne là. C'est vraiment en tout début parce qu'on est en plein projet. Donc, on aura et on diffusera les résultats de notre recherche à mi-année. Mais voilà, et c'est une recherche qui est menée par des chercheurs de UCLA et Drexel aux États-Unis. Next. Ensuite, on a évidemment un feuilleton radio. C'est très important pour nous d'aller aussi dans nos stratégies CCSC sur la PF
travailler avec les radios parce que c'est pour atteindre l'audience jusqu'au dernier kilomètre. On sait par exemple qu'au Niger, le premier média qui est utilisé, c'est ni le digital ni la télé, mais bien la radio. Donc, on a adapté l'histoire de C'est la vie pour l'antenne, pour la radio. Et donc, on a aujourd'hui 31 épisodes de 20 minutes qui sont disponibles dans les langues qu'on voit ici et qui a été diffusé sur RFI, RFI Afrique et les radios nationales, quelques radios locales. On est en train de faire les plans de diffusion. Et puis, la Viamo, qui est une plateforme que USAID et Breakthrough connaît bien, puisqu'elle est financée par eux. Voilà pour la radio, pour passer rapidement dessus. Ensuite, Next, merci. Évidemment, un autre canal privilégié pour notre communication, pour le changement de comportement en matière de PF à travers C'est la vie, c'est le digital. Il va sans dire que les jeunes se renseignent beaucoup et de plus en plus via ces canaux-là, que c'est aussi là où ils se désinforment le mieux. Donc, il est crucial pour nous d'être présents sur Internet. Donc, on a plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, avec différentes stratégies. Vous voyez un petit peu ici un mapping de notre audience. C'est pas mal, on peut faire mieux. 210 000 fans, c'est bien déjà, mais c'est vrai qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui sont connectés que ça. Donc, à l'initiative des diffusions en langue locale, on lance des campagnes de recrutement qui nous permettent de recruter pas mal de jeunes qui sont intéressés par ces thématiques-là. Et voilà, et donc sur le digital, le Next, ça nous permet de diffuser nos contenus, mais surtout d'assurer le SAV, c'est-à-dire d'assurer l'information, le débat et l'appropriation des messages. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de publications comme ça qu'on peut faire autour d'épisodes ou des fois même sans épisode. Hein. Parfois, ça peut être à l'initiative d'une journée contre l'excision, voilà. Donc, on utilise ici les personnages de la série. On voit par exemple à gauche Corsa en rose, qui est la méchante sage-femme de la série, qui est pourtant le personnage préféré de notre audience. Les personnages de la série génèrent 90% des commentaires sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment des personnages qui sont attachants et que nos fans adorent. D'ailleurs, ils leur posent souvent des questions directement. On voit Assitan à droite avec le cancer du col de l'utérus parce qu'elle va en vivre un pendant la série. Assitan, on a tous les jours des fans qui nous posent des questions directement à elle, qui veulent savoir si Assitan peut les aider à répondre à des questions d'allaitement, de grossesse ou évidemment de PF. Donc, nos personnages, c'est vraiment pour nous une bonne manière d'atteindre les fans. Aussi, c'est une façon le digital permet de maintenir l'anonymat, qui est aussi très important pour évidemment les individus sur ces sujets qui peuvent être polémiques ou tabous. Donc voilà, le digital est hyper important pour nous et on est en train de mener aussi une campagne d'évaluation d'impact sur nos fans pour évaluer un petit peu le changement d'attitude et de comportement chez eux. Voilà, next. Donc, évidemment, on mobilise aussi des influenceurs. C'est très important de mobiliser des influenceurs pour bénéficier de leur audience, évidemment, de leur force de frappe, et puis pour crédibiliser notre parole. Voilà, il faut savoir que des influenceurs sont plus écoutés que des politiques sur ces thématiques-là. Donc, voilà, ils le font par eux-mêmes, d'ailleurs. On voit, par exemple, Dati à gauche, qui est un youtubeur sénégalais, qui lui-même avait déjà fait des vidéos sur, par exemple, la masturbation chez les jeunes. Et donc, voilà, nous, on a travaillé avec lui pour faire des vidéos. On voit à droite Adja, Idrissa Ba, Guinéenne, qui est mobilisée contre l'excision, vous devez tous bien connaître maintenant, qui elle aussi maintenant est mobilisée sur C'est la vie et qui d'ailleurs a tourné une scène dans la saison 3 inédite de C'est la vie, vous la verrez dans C'est la vie prochainement. Donc très important de mobiliser les influenceurs, ils sont suivis, copiés, ce sont des rôles modèles, donc évidemment sur la planification familiale, envers les jeunes et les moins jeunes, il est crucial de pouvoir mobiliser ces personnalités-là. Next. Donc ça, c'est pour toute la partie... Allô ? Oui, merci. C'était pour toute la partie production, médias et diffusion. Alors ensuite, donc on s'est aperçu que beaucoup d'animateurs communautaires utilisaient la série C'est la vie déjà sur le terrain comme un peu un brise-glace pour leur causerie, leur débat. Et donc, nous, ce qu'on a fait au sein du RAES et du projet C'est la vie, c'est qu'on a développé un outil clé en main qui s'appelle le kit pédagogique,
qui est à destination des animateurs communautaires. C'est un outil pédagogique pour renforcer leur action et leur impact et qui leur permet de mener des actions communautaires qui ne soient pas non plus des causeries simplement et de l'information, mais vraiment des activités de CSC sur le terrain. Donc, il est composé de 3 volets. Vous les voyez ici. Je ne vais pas y aller dans le détail parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais de toute façon, j'imagine que les slides seront partagés et je peux aussi vous transmettre les informations au besoin. Next. Donc, ce que j'ai fait, c'est plutôt me concentrer sur des exemples de guides de discussion qu'on a produits sur la PF. Donc là, par exemple, c'est l'épisode 22 de la saison 2 de C'est la vie, où on voit que Rachel et Julien ont eu un rapport sexuel non protégé. Et donc, on va... voilà, c'est un guide qui permet aux animateurs de projeter l'épisode donc dans un lycée, un centre de santé, un club ado, que sais-je, et ensuite de mener une discussion avec tous les éléments dont il a besoin. Donc nous, on le guide, vous voyez à gauche qu'on voit un petit peu les questions sur une situation, on le guide un petit peu sur des questions-réponses, et à droite, les informations clés, donc là, validées Nations Unies, qui sont les informations concrètes dont il peut avoir besoin pour répondre aux questions des participants. Ça, c'est le premier volet qui est intéressant. Le deuxième, next, c'est le coffret. Le coffret, là, c'est un outil, cette fois-ci, à destination des animateurs communautaires plutôt chevronnés, qui ont l'habitude de faire des animations sur le terrain, qui sont déjà formés sur les thématiques SSR. Ça n'a pas vocation à former les animateurs sur les thématiques, mais bien sur l'approche éducative, qui est une approche éducative participative et de changement de comportement. Et donc là, c'est un coffret par thématique cette fois-ci et pas par épisode. Donc là, je vous ai présenté l'atelier thématique planification familiale et contraception. Vous voyez en dessous, il y a marqué atelier à l'intention des jeunes et des adolescents, parce que nous avons aussi le même atelier à l'intention de leurs parents. D'accord, ils sont séparés en 2 groupes. Là, l'idée de ces ateliers-là, c'est des ateliers en petits groupes de 20 participants qui durent une demi-journée et dans lesquels on va partir de l'extrait de la série sur la thématique PF et de l'extrait, donc de la fiction. On va progressivement amener les participants à discuter de la réalité, de leur réalité, de leurs décisions possibles et de les projeter à la fin comme un jeu de société un petit peu dans des décisions possibles. Donc, vous voyez les objectifs éducatifs qui sont là. On voit bien qu'il y a à la fois d'abord déjouer un petit peu les normes et les représentations de chacun, prendre conscience que tout le monde n'a pas de même opinion. Et une fois qu'on a un peu détricoté les normes et les représentations, on va se mettre en scène dans des situations où en gros on va prendre la décision à la place du personnage. Voilà, donc ça c'est un outil qu'on a déployé au sein du RAES. Là vous voyez une thématique planification familiale, on en a fait 15. Voilà, et donc next, cet outil-là, il a été déployé auprès des communautés dans une phase pilote entre septembre et février, donc sur 6 mois, avec 20 OSC partenaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Niger. Donc ce sont des OSC qui avaient déjà des activités sur le terrain, qui étaient déjà financées par ailleurs, etc. Je pourrais vous filer la liste. Et on les a capacités en les formant à l'utilisation du kit pédagogique. On leur a donné évidemment des kits pédagogiques et ils ont déployé des activités sur le terrain. Donc ces 20 OSC partenaires, c'est 100 animateurs formés du coup à cette méthodologie CSC, c'est la vie. Plus de 1000 activités qui ont été déroulées et plus de 10 000 jeunes qui ont été touchés. Voilà, donc là, on a fini une première phase, on devait démarrer une deuxième phase maintenant, mais évidemment, on va attendre un petit peu. Ça nous laisse le temps d'analyser un petit peu les données. Donc, next, les premières données qu'on a, c'est vraiment tout récent, c'était vraiment sur une phase, sur un petit pool, donc c'est pas très représentatif, même si les chiffres sont très positifs, mais donc il faut les prendre avec des pincettes parce qu'on l'a fait, c'était sur une phase test de ce kit au Togo et au Sénégal, sur une petite audience. Là, on a fait des tests à plus large échelle, on a plus de 1500 personnes qui ont été évaluées en baseline and line. Et donc là, on aura des chiffres un peu plus probants, mais en tout cas, c'est quand même des indications dans le bon sens. Les premiers résultats donc, de ce kit pédagogique étant quand même assez encourageants. On voit que les participants se sentent beaucoup plus capables de se protéger contre une grossesse non désirée, de parler de contraception avec leur partenaire, de définir le consentement sexuel, etc., etc. Donc, ce qu'on a mesuré, c'est à la fois le changement en termes d'information, premier stade du CCSC, mais aussi le sentiment d'auto-efficacité, d'attitude et puis de comportement. Et la capacité à aider ensuite
d'autres jeunes sur cette thématique-là. Voilà un petit peu pour ça. Next, je ne sais pas, je pense que c'est fini, oui. Donc voilà, j'ai essayé de faire vite, mais pour vous donner un petit peu une photo de ce qui peut être fait sur le terrain en CCSC, sur la thématique PF. À travers nous, c'est un peu particulier, la méthodologie d'éducation par le divertissement. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et puis, évidemment, tous nos outils sont des biens publics. Donc, que ce soit la télé, la radio, le kit pédagogique, tout cela est évidemment gratuit et en libre accès. Donc, toutes les OSC, les partenaires qui souhaitent l'utiliser, si vous avez des partenaires que ça peut intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Louise, pour cette présentation. Nous allons passer rapidement la parole à Mohamed pour sa présentation. Mohamed, vas-y. OK. Bonjour tout le monde. À l'instar des prédécesseurs, je vais donc essayer de vous présenter l'intérêt ou l'importance d'investir dans le CSC pour augmenter le nombre de nouvelles utilisatrices dans les pays et dans nos pays. Et je vous présenterai ici le cas du Mali. Slide, s'il vous plaît. Alors, comme vous savez, le PANB est un document de référence pour les différentes interventions en matière de planification familiale. Et c'est une stratégie qui est construite sur la base d'une compréhension globale des problèmes, des défis et des opportunités de la planification familiale, tout en prenant en compte les stratégies, les politiques qui sont en vigueur, en particulier ici au Mali. Et dans le processus, l'ensemble des acteurs sont vivement conviés, de sorte qu'il s'agit vraiment d'un document national et qui permet donc de mettre en lumière les activités en cours, les activités potentielles, afin de surmonter les obstacles, que ce soit au niveau national, régional et communautaire. Bien étant que pour bon nombre de pays, nous sommes dans les PNB de deuxième génération, le processus donc, de cette planification, on va dire, suit une certaine routine qui ne date pas de maintenant et qui reflète beaucoup les présentations précédentes que nous venons de voir. Et ces routines, ce sont aussi des perceptions qui ont tendance, on va dire, à un peu miner le processus. Notamment, il y a une certaine opposition, entre guillemets, entre l'offre de services et la demande. Les investissements du PANB au Mali 2014-2018 étaient de l'ordre de 21%. Cependant, lors de la mise en œuvre des activités, beaucoup de choses ont été, on a eu à faire beaucoup de choses, ce qui a abouti à, on va dire, à donner au Mali un taux de prévalence contraceptive moderne acceptable, même si on veut bien faire plus que ça. Slide. Alors, on se posait la question de savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour que on puisse donner une plus grande place au CSC dans le PNB. Et bien entendu, les personnes qui lead ont une certaine routine et cette routine, nous devrions trouver des voies, des moyens pour faire en sorte que effectivement le CSC soit comme un axe majeur et qui peut aussi permettre de soutenir les autres axes. Et pour ce faire également, on s'est dit qu'il faut que les partenaires d'implémentation au Mali puissent fournir le maximum d'informations sur les interventions de CSC afin de mieux renseigner les outils de collecte d'informations et qui peut aussi servir, si vous voulez, d'informations pour que nous puissions faire un meilleur plaidoyer. Diapo. Alors, globalement, nous avons déployé 3 stratégies. La première stratégie, donc, c'était de rassembler le maximum d'informations qu'on peut pour soutenir ce que nous allons dire. Parce que contrairement
à d'autres pays comme le business case qu'on a présenté. Au Mali, on n'a pas ce genre d'études malheureusement. Donc, il fallait qu'on essaie de regarder comment est-ce que nous pouvons rassembler des informations, des données probantes pour soutenir ce que nous allons dire. La deuxième stratégie, c'était d'essayer de déterminer l'impact potentiel que les interventions ont pu apporter au moment où on commençait l'élaboration et de faire en sorte que nous puissions obtenir le maximum d'informations, le maximum de résultats récoltés par les différents partenaires d'implémentation, et y compris également les interventions de l'État. Et la troisième stratégie était donc de partager notre vision que investir dans le CSC permet d'atteindre plus vite les résultats que nous voulons atteindre en termes de nombre de nouvelles utilisatrices. Et le processus de PNB au Mali est sous le leadership technique de HP+. Diapo. Alors, sur la première stratégie, donc, qui est de rassembler des données probantes disponibles, et comme je le soulignais tout à l'heure, nous n'avons pas d'études qui s'est vraiment focalisée à fournir des preuves, si vous voulez, de rentabilité du CSC ou de contribution du CSC sur la prévalence contraceptive. Mais néanmoins, nous avons essayé de réunir, on pourrait dire, des données indirectes qui prouvent à suffisance que notre hypothèse tient la route. Et pour ce faire, nous nous sommes penchés sur l'évolution de la prévalence contraceptive des dernières années. Nous avons également regardé l'évolution des besoins non satisfaits et aussi de la demande totale et l'évolution de la prévalence contraceptive par région. Et cela, c'était de démontrer, de poser une relation entre les régions qui ont reçu plus d'informations, plus d'interventions de CSC par rapport aux régions qui n'en ont pas beaucoup reçu. Et enfin, nous avons essayé de regarder quels sont les défis au niveau de la création de la demande et également au niveau de l'offre qui sont donnés par les différents acteurs de terrain dont les levées ou en tout cas les traitements peuvent permettre d'avoir un taux de prévalence contraceptive plus élevé. Et plus globalement, nous avons utilisé toute source de données crédibles, fiables, qui peut nous servir à faire notre plaidoyer. Diapo. Alors, en rassemblant les différentes informations, donc, vous pouvez voir sur ce graphique l'évolution de la prévalence contraceptive au fil des années. Je vais particulièrement m'appesantir sur l'année 2012, 2013 et 2018. Globalement, nous avons une évolution qui part, on va dire, de 2 points par évolution à 3 points par évolution. Mais entre 2012 et 2013 et 2018, nous sommes pratiquement allés à un peu plus de 6 points. Et en fait, c'est cette évolution que nous avons particulièrement utilisée comme base de discussion pour dire entre 2013 et 2012, il y a eu énormément d'investissements dans le CSC au Mali, plus que toutes les autres années. Et on a essayé de conforter ça par d'autres données, Diapo. Alors, pour conforter cela, nous avons également essayé de regarder les besoins, on va dire, les besoins de PF et également les demandes non satisfaites. Nous constatons donc que, de façon globale, la demande totale entre 2013 et 2018, la demande totale a effectivement augmenté. Mais en même temps aussi, on a aussi vu qu'en termes de satisfaction de la demande, il y a encore là-bas plus d'efforts. C'est-à-dire que le fait qu'on a investi beaucoup dans le CSC pour créer la demande, effectivement, on a créé la demande, ce qui fait que la demande totale a augmenté.
Mais d'un autre côté aussi, il faut fournir des efforts pour qu'il y ait de la demande, qu'on arrive à satisfaire à cette demande. Et de sorte que aussi, les efforts ont permis de faire que les demandes non satisfaites ont baissé par rapport à 2013. Diapo. Alors, ici, dans la courbe S, nous avons en fait essayé de voir l'évolution de la PF par rapport aux différentes régions. À l'étape 2, donc les régions qui sont dans la phase de croissance, pratiquement la majorité des zones dans lesquelles nous avons eu à faire des interventions massives de CSC sont les régions qui sont particulièrement dans cette zone. Cependant, la région de Caille et de Mopti font partie de ces régions d'intervention, mais qui malheureusement ont eu beaucoup de problèmes de sécurité, ce qui a surtout fait que les paquets d'intervention n'ont pas pu être suffisamment déployés dans ces différentes régions, y compris également Tombouctou et Gao. Et c'est pour cette raison, les 4 régions, donc au milieu et la capitale, il y a eu suffisamment d'interventions de CSC, et ce qui montre que dans ces zones, on a un niveau de croissance beaucoup plus élevé que dans les autres régions. Cela était aussi pour nous une raison pour dire que plus on investit dans le CSC, plus nous avons plus de possibilités d'avoir de meilleurs résultats dans l'APF. Diapo. Et également, on a essayé de regarder l'accroissement de la prévalence contraceptive en partie par région. On a essayé de regarder le top 4 et dans chaque partie, on a essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les taux d'accroissement que nous voulons avoir à l'horizon 2023, qu'est-ce qu'il faut nous puissions faire. Et là, si vous regardez ce top 4, on se rend compte pratiquement à tous les niveaux qu'il y a le besoin de CSC. Améliorer les services, la franchise sociale, la communication interpersonnelle, travailler avec les jeunes, l'engagement communautaire, améliorer les services publics ou travailler avec les acteurs communautaires. Pour chacun de ces éléments, le besoin de CSC est extrêmement bien visible. Et c'était encore une preuve pour dire, si nous voulons aller au taux de prévalence contraceptive souhaité, il faut que nous investissions davantage dans le CSC, que ce ne soit pas juste, on va dire, des besoins ou des potentialités écrites, mais non soutenues par un investissement. Diapo. Alors, nous avons essayé d'analyser les défis et les causes qui peuvent faire vraiment en sorte que, une fois que qu'est-ce qui peut entraver, c'est-à-dire l'utilisation du CSC ou que le potentiel du CSC puisse être très bien vu pour l'augmentation du taux de prévalence contraceptive. Et là, pour le CSC, bien évidemment, les causes qui touchent, tout ce qui touche les comportements individuels et communautaires, insuffisance de la gestion des pesanteurs socioculturels et également faible implication des médias dans les activités de PF. C'était particulièrement les éléments clés retenus comme causes et défis. Diapo. On a aussi essayé de regarder, est-ce que parmi les défis ou les causes qui s'offrent à l'offre, il y a des choses que le CSC peut faire. Effectivement, quand on regarde, que ce soit les mécanismes de renforcement des capacités en PF, parce que si nous parlons de renforcement des capacités en PF, ce n'est pas que de donner du service, c'est aussi donner une information complète et claire, c'est également parler avec les parties prenantes. Quand on parle de faible accès financier aux services, c'est également du CSC, faire du plaidoyer pour faire en sorte que les investissements pour l'offre aussi, on puisse l'augmenter. Donc, en fait, ce diapo, cette partie pour nous, c'était surtout pour pouvoir parler avec les décideurs pour qu'ils comprennent de façon un peu plus large, si vous voulez, l'offre en termes de l'offre de service que le CSC peut faire. Parce que comme la première présentation de Claudia le soulignait, il y a une certaine
compréhension limitée du CSC et c'est sur ce pilier que nous voulons nous appuyer également pour démontrer qu'on peut faire mieux avec le CSC. Diapo. L'autre point, c'était une fois que nous avons les données, il fallait maintenant venir pour discuter avec les parties prenantes et avoir une vision unique. Et pour ce faire, nous avons donc discuté avec la partie étatique en montrant ces différentes informations, en discutant, en démontrant que nous avons besoin d'investir dans le CSC pour que nous puissions aller plus loin en termes de prévalence contraceptive. Et cette vision, une fois que nous avons pu la partager avec la division santé de la reproduction de la direction générale de la santé, on a maintenant réuni les autres parties prenantes qui, pour bon nombre, dans les différentes discussions, dans les différentes réunions, étaient déjà d'accord avec nous qu'il faut qu'on aborde le PANB du Mali dans ce sens-là. Et finalement, une forte implication dans l'élaboration, parce que, comme vous le savez, dans le processus d'élaboration, il y a un certain nombre d'outils qu'on remplit et effectivement, en fonction des informations fournies, il y a des calculs qui sont faits à partir des coûts unitaires. Et il fallait donc fournir le maximum d'informations pour que quand on fait le calcul aussi, on puisse effectivement se rendre compte que les interventions de CSC ont eu une grande part dans les résultats actuels. Diapo. Ce plaidoyer au final, c'était que nous voulons que la prévalence contraceptive du Mali puisse aller de 16,1, on va dire, à 30% à l'horizon 2023. Et la demande qui était de 21%, dans le PNB 2014-2018, passe de 21 à 32%. Et cela a eu un impact sur l'offre, parce que l'offre dans le PNB 2014-2018 était pratiquement plus de 50% des investissements. Mais cela ne signifie pas pour autant que c'est négligé, mais c'est simplement que nous pensons que la demande peut tirer et que les investissements actuels faits dans l'offre et les produits peuvent effectivement suivre la demande. Il ne s'agit pas de créer la demande et que l'offre ne soit pas là, mais de faire en sorte que nous puissions faire que les deux puissent se suivre et se soutenir. Des plaidoyers pour faire adhérer différentes parties à la vision que le CSC puisse être un moteur pour plus de nouvelles utilisatrices nécessite que nous disposions d'avoir le maximum de données pour montrer son apport dans les résultats de PF et démontrer également la relation entre les investissements du CSC et les résultats atteints, mais également montrer que quelle que soit la stratégie développée, il est important de mettre le CSC en avant pour permettre à ce que cette stratégie à la fois puisse se déployer facilement, mais aussi puisse être durable. Et bien entendu, il faudrait qu'il y ait une vision partagée autour de cette idée que le CSC peut être un moteur pour nous permettre d'avoir plus de nouvelles utilisatrices. Voilà, je vous remercie. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'était la dernière présentation que nous avions dans ce webinaire. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont fait des présentations. Pour juste ramasser, je voudrais dire que Claudia a vraiment mis l'accent sur l'importance du changement social et de comportement dans nos programmes de planification familiale dans les pays et surtout insister sur comment on peut coordonner au niveau pays, au niveau régional pour que les investissements se fassent de façon cohérente au niveau des pays. Il y a aussi des facteurs qu'elle a relevés. Par exemple, un facteur que j'ai noté, un facteur important qui influe sur l'adhésion et l'utilisation des services de planification familiale. C'est par exemple l'absence de besoins perçus.
Et il y a d'autres facteurs comme ça qui ont été identifiés, sur lesquels il convient d'agir si nous voulons vraiment amener à des changements au niveau du comportement dans les communautés en faveur de la planification familiale. Michel a développé vraiment une démarche avec des outils pertinents que tout le monde pourrait utiliser dans les pays pour analyser la rentabilisation en matière de changement social et de comportement. Et vous avez pu noter que l'impact est important sur la planification familiale parce que dans l'exemple de la Guinée, il peut à lui tout seul amener une augmentation de la prévalence contraceptive de l'ordre de 3 points de pourcentage. Et donc, c'est quelque chose d'important à noter. Et il y a des outils qui ont été développés et que les pays peuvent s'approprier pour justement faire ce genre d'analyse au niveau de leurs pays respectifs. Louise a partagé l'expérience de mise en œuvre justement d'une application qui est C'est la vie, avec un point important à noter, c'est par exemple en lien avec la présentation qui a été faite par Michel. Justement, c'est ici un exemple concret d'application des stratégies qui permettent d'amener des changements au niveau social et du comportement. Par exemple, en utilisant les mass médias, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant la diversification des langages, puisque ça a été traduit en des langues locales qui permettent d'atteindre les populations rurales, comme le Hausa, le Wolof, le Fulfulde, et puis également le Malinké. C'est des langues très, très parlées dans la région et qui permettent de toucher les populations dans les tréfonds de nos campagnes. Et la dernière présentation faite par Mohamed permet de partir d'une démarche très, très scientifique et basée sur des données d'évidence pour construire un plaidoyer dont l'efficacité a été montrée, puisque ça a permis d'augmenter le financement du volet création de la demande, changement social et de comportement dans le plan d'action national budgétisé du Mali. C'est quelques notes que j'ai notées pour juste essayer de résumer. Nous avons terminé avec la partie des présentations et il y a un certain nombre de questions qui ont été posées que nous allons essayer d'aborder pour le temps qui nous reste. Il nous reste en gros 10 minutes pour discuter et 5 minutes de questions et puis on va essayer de clôturer la session à l'heure indiquée. Donc, les questions qui ont été posées, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais nous allons aborder quelques-unes en se disant que vous pouvez de toute façon contacter tous les panélistes à leur adresse individuelle pour pouvoir avoir de plus amples informations sur certaines questions qui sont d'autres techniques ou assez élaborées. La première question, c'est une question qui a été posée à Claudia. La solution, est-ce que la compréhension limitée n'explique pas les investissements limités également? Et la solution n'est-elle pas de faire de grands renforcements de capacités pour que les PTF, les gouvernements, toutes les parties prenantes puissent avoir cette grande compréhension souhaitée? Cette question, je pense, vous avez pu avoir la réponse déjà dans le chat et à travers la réponse donnée par Claudia. Sur l'analyse de la rentabilisation qui a été faite par Michel, il y a une question qui a été posée. Quel est à ce jour le rapport coût-efficacité du changement social et de comportement? Je pense que dans son exposé, c'est ressorti, mais il pourrait peut-être dire quelque chose là-dessus. Michel? Est-ce que Michel est en ligne?
peut-être le micro. Oui, allô, sorry, j'étais sur mute là, j'étais Voilà. en train de parler à moi-même. Oui, Ça. oui, je disais que j'ai 4 questions là. Je suis en train de mettre toutes ces 4 questions sur un seul document pour partager avec tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir la même réponse à toutes ces 4 questions là. Donc, j'ai 4 questions qui étaient dans le chat box. Donc, je vais partager ça tout à l'heure. Pour la question proposée sur le rapport coût-efficacité, d'abord, il y a eu la question sur laquelle on demandait si on n'a pas utilisé le coût-efficacité incrémentale. Donc, là-bas, ici, nous, on a utilisé les années de vie corrigées qui, en principe, représentent le rapport coût-efficacité différentiel ou bien incrémental, comme c'est écrit là. Donc, dans le domaine de la santé, généralement, on utilise le DALI, qui en anglais, en français, c'est année de vie corrigée. Donc, ça représente ce coût-efficacité différentiel en économie. Donc, et plus de détails pour la méthodologie de ce que nous avons utilisé se trouve dans le Business Case Document. Ma collègue Nicole Bellos a partagé le lien que je suis aussi en train de mettre dans le document. Merci. OK. Merci beaucoup, Michel. Et donc, vous pourrez suivre les autres réponses aux autres questions, tel comme il l'a indiqué. Alors, nous passons à... Peut-être avant ça, Claudia, est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles tu voudrais apporter de plus amples informations avant qu'on aille à Louise? Non, j'essaie de tout répondre dans le chat pour aller rapidement. Merci. OK. Merci bien, Claudia. Alors, Louise, il y a un certain nombre de questions également sur CELAVI. Est-ce que vous pouvez apporter quelques réponses à ces questions? Oui, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas entendu les questions, du coup, je suis désolée. Les questions écrites, vous voulez dire? Oui, oui. Bah, j'ai répondu un peu par écrit, alors laissez-moi les reprendre. Sur la question, donc, il y a une suggestion de à quel point votre stratégie peut atteindre les personnes malentendantes. Effectivement, on n'a pas aujourd'hui d'intervention à l'intention des personnes malentendantes, mais il faudrait y réfléchir, effectivement. Sur la question de comment on sélectionne nos influenceurs, en général, il y a 2 critères. Il y a le critère d'abord de leur communauté, donc du volume, de l'engagement et de la pertinence de leur communauté, donc de leurs fans. Et puis, le deuxième critère, c'est leur propre investissement dans ces thématiques-là. Donc, on ne prend pas d'influenceurs en général qui ne sont pas déjà mobilisés sur ces questions-là, voire presque militants dans ces questions-là. Donc, voilà un petit peu les deux critères. Sur le résultat de l'évaluation, oui, effectivement, encore 37% dans mes stats, encore 37% des gens qui ont vu C'est la vie considèrent qu'il est normal de faire pression sur l'autre lors d'un rapport sexuel. Bah oui, effectivement, visionner une série, ça ne suffit pas à changer 100% des opinions de 100% des gens. C'est sûr, c'est pour ça qu'on a une intervention qui est multiple et qu'il n'y a pas que la série, mais aussi des actions sur le terrain pour l'accompagner, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il faut continuer, je pense, de mieux coordonner les actions de ces CSC dans la région pour quadriller un petit peu les audiences et que la cible soit atteinte de différentes façons. Et puis, évidemment, continuer d'investir dans ces stratégies-là qui sont payantes, mais évidemment qui ne fonctionnent pas en un claquement de doigts, quoi. Ensuite, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur C'est la vie. Dans les grandes villes de capitale. Alors aujourd'hui, le projet C'est la vie, il se déroule. Bon, tout ce qui est médias, évidemment, c'est diffusé à l'échelle continentale. Tout ce qui est action communautaire, aujourd'hui, on s'est concentré sur 4 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Niger. Et on a des actions à la fois en ville et dans les régions, dans la mesure du possible. Donc au Burkina et au Niger, on n'est que dans 3 régions. Et alors qu'au Côte d'Ivoire et au Sénégal, on est un peu partout. Comment on fait? On travaille avec des OSC qui sont déjà elles-mêmes un peu partout. Donc nous, on est plutôt pourvoyeurs d'outils et d'expertise et de formation. Et ensuite, c'est pas nous qui sommes du tout ni les plus légitimes ni les mieux placés pour dérouler les actions sur le terrain. Donc nos outils sont ensuite appropriés par les partenaires d'exécution. Donc oui, ça a vocation à être déployé à toutes les échelles régionales. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je pense que c'est l'essentiel des questions. Les autres, on pourra y répondre
façon plus élaborée par la suite ou en concertation avec Louise pour apporter de plus d'informations possibles par rapport à CELAVI. C'est un programme très dense, très riche et ce serait difficile qu'on puisse aborder tous les détails, les aspects ici dans le cadre de cette émission. Alors, je passe à Mohamed. Il y a une question là. Le Mali, au Mali, est-ce que le groupe technique CSC est fonctionnel? Et il y a une deuxième question. Que recommandez-vous à ceux qui souhaitent répéter ce processus dans leur propre pays? Mohamed? Là, je disais que le groupe... Deux questions en réponse rapide. Oui, le groupe CSC est fonctionnel. Pour la deuxième question, ce que je recommande, c'est de se mettre simplement dans cette logique et de définir une stratégie qui permette de démontrer que le CSC a apporté de grands résultats ou a une grande contribution dans les résultats atteints. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser les données avant tout. C'est vraiment la seule chose que vous pouvez apporter, même si vous n'avez pas d'études faites en la matière. Réunissez le maximum d'informations, le maximum de données, créez les relations entre ces données et certainement vous arriverez à démontrer que le CSC apporte beaucoup de choses dans les résultats de votre pays. Merci. Ok, merci bien Mohamed. Je pense qu'il nous reste juste 1 ou 2 minutes pour clôturer cette session. Et j'aimerais passer la parole à Cathy Wallner pour cette dernière acte du webinaire. Cathy? Merci beaucoup, Norbert. Je tiens à remercier chacun de nos présentateurs d'avoir partagé le travail et à tous de nos participants d'écouter le webinaire et de poser des questions. Si les présentateurs n'ont pas répondu à votre question dans le voie chat, vous pouvez continuer la discussion sur le site de Springboard. On a déjà mis le lien dans le voie chat. Pour rappel, l'enregistrement de ce webinaire sera affiché sur le site web de Breakthrough Action et Breakthrough Research, ainsi que les ressources partagées aujourd'hui. Et vous verrez maintenant un bref sondage sur votre écran. Nous apprécierons que vous puissiez prendre un moment pour répondre aux questions qui aideront à informer les futurs webinaires. Et nous espérons que vous pourrez nous joindre pour de futurs webinaires sur les autres priorités de l'agenda commune. Merci beaucoup et bonne journée à tous.